merci à tous d'être venus à cette conversation autour des représentations de la ville dans les albums jeunesse. Cette table ronde a été réalisée en collaboration avec Véronique Andersen et Aurélie Cotet du service des publics, avec lesquels j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Et ce soir, donc, il sera question notamment des formes de la ville, de la place de la ville dans les livres pour enfants, de la mobilité exprimée par exemple dans l'album Oups, de déambulation dans la ville, que j'ai vu aussi dans Rapido par exemple, de la découverte de lieux iconiques, de promenades urbaines dans les capitales, illustrées dans le Grand Tour du Monde de Sasek. On verra quelles sont les parties choisies par les illustrateurs, quelles sont les techniques de représentation qu'ils utilisent pour rendre ce thème accessible au jeune public. On verra à quel public d'ailleurs. Pour en discuter, nous avons réuni Joëlle Jolivet, qui est illustratrice, le duo italien Ale, on dit Ale et Ale, Alessandra et Alessandro, Monsieur Jean-Michel Coblence, directeur de collection aux éditions Casterman, et c'est Christophe Meunier, que nous connaissons déjà ici, qui conduira les échanges. Christophe, on vous avait accueilli en 2014, vous étiez doctorant, vous êtes aujourd'hui docteur en géographie et spécialiste des questions d'espace dans les livres d'enfants. Je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une belle soirée. Bon, eh bien, bonsoir à tous et à toutes. J'aurais dû faire le contraire d'ailleurs peut-être. Pour un petit peu lancer le débat et pour faire une introduction à la discussion qu'on va avoir ce soir, j'ai un petit peu cherché dans la revue des livres pour enfants et je suis tombé sur un article en 1977, dans les, pas tout premier, mais enfin dans les premières revues. Il y avait donc un article qui s'intitulait « La ville dans les albums pour enfants ». Donc ce n'est pas un sujet extrêmement nouveau. Et voilà ce qui en était dit. Donc l'article date de 77, hein, et donc il est de Maud Sirois. Et voilà ce qu'elle dit. Elle dit « En 1970, Marie-Josée Chombard-Delot assurait à la suite d'une enquête sociologique que dans la presse pour la jeunesse, la ville représentait le quart seulement des cadres choisis par les auteurs comme lieu d'évolution de leurs personnages. » Elle ajoutait « La nature sauvage ou cultivée est vraiment présentée comme le cadre normal de l'enfance dans le domaine scolaire et dans celui des loisirs, ainsi que dans les romans pour adultes et les autobiographies. » Et donc l'auteur se pose la question, qu'en est-il en 1977 ? Et elle répond « Le tour de la production française de ces dernières années permet de voir que la ville est loin d'être le cadre par excellence des aventures enfantines. Cependant, apparue timidement au cours des années 60 dans l'album, elle y connaît une progression soutenue depuis 1971. » Alors moi, dans mes propres recherches, je me suis aperçu que finalement, à partir des années 2000, il y avait vraiment eu un gros boom dans la littérature pour enfants sur l'apparition de l'album. Et aujourd'hui, on pourrait dire que, à peu près, parce qu'évidemment, on n'a jamais des chiffres très très certains, mais on peut dire qu'à peu près un album sur deux traite de la ville. Donc on est bien loin finalement des observations qui avaient été faites dans les années, au début des années 70. Et la ville représente différents aspects, elle a différentes images, et c'est un petit peu ce par quoi on va essayer de commencer à discuter. Mais il y a eu une évolution dans ces images de la ville, et la première évolution, je dirais, dans les années 30, 40, jusqu'aux années 70, c'est vraiment une ville qui plaît, qui attire, qui fascine. C'est la ville qui civilise, qui humanise. L'album d'exemple, pour moi, c'est Babar, hein, c'est-à-dire que Babar, à partir de quel moment l'éléphant devient homme, à partir du moment où il arrive en ville. Dans les années 70, il y a un petit revirement. Donc là, finalement, la ville devient une sorte d'hydre qu'il faut absolument fuir. La ville pollue, la ville pue, elle salit tout ce qu'elle touche. Et du coup, il faut quitter la ville. Un album comme ça, c'est Barbapapa, la maison de Barbapapa, l'épisode des Barbapapa qui s'enfuit. Et puis voilà, 2000, l'image de la ville change complètement. Elle attire les auteurs.
Et donc, la première question que j'ai envie de poser aux auteurs, illustrateurs et aux éditeurs, c'est cette ville, est-ce qu'aujourd'hui elle fascine? Est-ce qu'aujourd'hui elle répulse? Ou un peu les deux? Alors, qui veut répondre? Moi. Mais, alors, par rapport à ce que nous avons vu dans les ateliers avec les enfants, c'est pas que la ville fascine ou terrorise ou quoi, mais nous avons vu que les enfants ont envie de participer à la ville, de la changer, de la modifier, d'être partie active d'une ville sur mesure. Après, dans notre livre Paris 2050, nous avons fait que Paris dans le 2050. À Paris, ça ne se passe pas très bien. Il y a la fin du monde, il y a une catastrophe. Et les enfants nous disaient, mais pourquoi ça finit mal comme ça? Et on disait, là, c'est une possibilité. Mais c'est-à-dire, il faut agir aujourd'hui pour changer des choses, pour faire que demain, on aura une ville meilleure. C'était pour ça. Et voilà. Et dans votre cas, en fait, dans Paris 2050, c'est plus l'image de la ville telle qu'elle pourrait être que vous représentez, plus que la ville telle qu'elle est? Oui, parce que c'est imaginé dans le 2050, il y a des lieux de Paris. Vous, dans le 2050, c'est vraiment un peu excessif. Hein. Le test aussi, c'est surréel. Oui, c'est vrai que souvent, en représentant la ville du futur, c'est une façon où on parle du présent aussi. Donc c'est intéressant parce que même pour faire ces livres, on a regardé des anciens livres qui représentaient les futurs et souvent la façon où on représente les futurs, en fait, ça parle du présent, de comment on voit la ville présente. Donc ces livres, il faut dire que l'histoire, les textes étaient créés par David Escali et pas vraiment par nous. Il n'a pas une vision très, très positive de la Paris de l'année 2050. Mais justement, c'est parce qu'il y a des choses de la ville d'aujourd'hui qu'on pourrait changer, on pourrait transformer pour éviter justement que dans l'année 2050, ça sera comme ça. Donc de la pollution, voilà, beaucoup des aspects qu'on n'aime pas trop. D'accord, merci. Et alors justement, dans Rapido, par exemple, ou dans Paris, c'est quel côté de la... Moi, je me pose plus en reporter. Enfin, je suis plus dans le documentaire, donc j'aime bien montrer les choses comment elles sont, une espèce de constat de comment est la ville. Et que ça soit dans Rapido, où c'est une ville qui n'existe pas, mais qui a une espèce d'archétype de ville moyenne avec tous les développements urbanistiques successifs. Et dans Oups, c'est plus un décor, enfin, c'est un endroit où évoluent les personnages, donc mais en même temps, elle est jamais réellement montrée, mais elle est là elle est là parce que c'est là qu'on vit. Et puis Paris, voilà, ça c'est mon obsession pour les villes personnelles. Enfin, j'ai commencé par la banlieue en fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier livre sur les villes à Ivry. C'était pas un livre jeunesse, mais c'était une espèce de description de la ville. Et puis, voilà, c'est aussi une espèce d'épuisement formel, de vouloir tout montrer, toutes les différentes, comment dire, catégories de bâtiments, de comment ça s'organise. Voilà, c'est plus comme un jeu de cubes et de forme. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de sorte de fascination en fait, pour la ville? Bah si, c'est une fascination. Quand je dis c'est un jeu de forme, c'est que chaque ville est différente, chaque ville a un visage différent et a des systèmes formels différents. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à la montrer. Puis c'est aussi en se perdant dedans, en s'y baladant, en essayant de la comprendre. Alors, c'est compliqué parce que, bon, évidemment,
mon projet mégalomane est d'arriver à faire comme ça sec, de faire plein de villes. Et j'ai commencé par la pire, c'est-à-dire la mienne, quoi. Donc ça a été assez difficile. Mais l'idée de départ, c'est plutôt d'arriver avec un œil neuf dans une ville inconnue et d'essayer de la comprendre en s'y promenant et en la dessinant, quoi. Donc c'est d'en faire le portrait, quoi. Voilà, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des portraits de villes. Oui, alors vous faites justement le lien avec Sasek. Jean-Michel Coblence, vous rééditez chez Casterman là une sorte d'anthologie en fait de Sasek. Qu'est-ce qui peut paraître aujourd'hui intéressant en fait de rééditer Sasek qui présente des villes dans leur jus des années 50, début 60? D'abord, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez. Je n'ai pas fait une étude aussi exhaustive que la vôtre, mais ce qui apparaît, moi j'ai l'impression dans le livre de jeunesse, on va dire les 20 dernières années, c'est probablement une montée en puissance des thèmes urbains. C'est vrai encore plus, je pense, dans le roman jeunesse que dans l'album. Mais les villes en question, sur ce que j'ai pu voir, peut-être à part, en grande partie, hormis les livres de ma voisine, c'est quand même souvent des villes, alors vous parliez des villes babards, on n'en est peut-être plus là, mais des villes très rétro et des univers urbains quand même un peu surannés, ou bien au contraire, un petit peu comme la littérature ou le cinéma aiment les explorer, carrément des villes de l'avenir et des villes de science-fiction. Parfois, sans doute, pour mieux parler des villes d'aujourd'hui, mais comme s'il y avait une difficulté, et en particulier dans les représentations visuelles, à peindre la ville d'aujourd'hui, probablement encore plus à peindre les banlieues d'aujourd'hui. Et donc, vous allez trouver quand même relativement peu d'albums. En tout cas, c'est mon point de vue. J'ai peut-être pas regardé de façon aussi exhaustive que vous, mais aussi peu d'albums qui soient vraiment des reflets de la ville d'aujourd'hui. Alors Sasek, évidemment, ne prétend pas à ça. Est-ce que tout le monde ne connaît peut-être pas l'histoire de ce créateur assez atypique? Est-ce que je résume Tout à fait, rapidement? Donc Miroslav Sasek est un auteur-illustrateur tchèque qui est né juste il y a 100 ans, en 1906, qui est mort en 1980 et dont l'essentiel de l'œuvre a été composé au début des années 60 et jusqu'au milieu des années 70 à peu près. À cette époque, donc, Sasek a publié des portraits exclusivement urbains des grandes métropoles. Il a commencé en 1960 par Paris, Londres, puis New York. Ensuite, je crois, il y a eu Rome, Venise, il y a eu Hong Kong, San Francisco, pour ne citer que les principales. Les éditions Casterman, que je représente aujourd'hui, se trouvent, étaient à l'origine, dès 1960, étaient l'éditeur français de Sasek. Et c'est un petit peu par hasard, moi je suis arrivé au début des années 90 déjà, il y a 25 ans chez Casterman, et je me suis aperçu, tout comme Joël, que les livres que j'avais quand j'avais 10-11 ans, moi j'avais pas le Hong Kong, j'avais le Paris et le New York, avaient été au catalogue Casterman, mais n'y étaient plus. Puisque donc on était dans les 30 ans après les parutions, c'était une référence, mais il n'était plus au catalogue. Et donc, comme j'étais éditeur de livres documentaires, je me suis penché dessus, je les connaissais, j'ai vu qu'il en existait plein d'autres que ceux que je connaissais personnellement. Et au bout d'un certain temps, j'ai proposé appuyé par mon directeur artistique, parce que tous les graphistes adorent le trait inimitable de Sasek, j'ai proposé, dans les fameuses réunions éditoriales où on construit les programmes, de republier Sasek. Et on nous a regardé, mon DA et moi, avec des yeux ronds, en disant « mais ça a vieilli, ça, c'est ringard, aucune chance ». Et on nous a renvoyé au plot en disant « mais de toute manière, il faudrait trop les actualiser ». Par exemple, dans le titre sur Paris, on avait les wagons encore, les 4 wagons verts et le wagon rouge de première classe. Hein. Alors, on peut pas republier ça comme ça, il faudra le changer. Bon, et ça a été
et ça a été enterré. Et puis, il y a une dizaine d'années, à Londres, dans une librairie jeunesse, qu'est-ce que je vois? Je vois This is London de Sazek, clairement dans une réédition récente. Alors je rentre dans la boutique, je regarde de quoi il s'agit, je discute un petit peu avec la libraire qui me dit « Waouh, c'est un succès formidable, ça marche super bien, etc. » Et donc en 2008, je reviens à la charge, alors là avec une nouvelle équipe de direction éditoriale, c'était pas du tout le même. Je retourne dans la réserve Casterman, je ressors mes vieux albums de Sazek, comme celui que Joël a ici, hein, l'encyclopédie Casterman. Et je ressors 2-3 albums, et alors là, inverse. Waouh, mais c'est génial, c'est super. C'est chez Casterman, ça, mais c'est incroyable, il faut le republier. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de 2009, on a recommencé avec grand soin, en rescannant, en renumérisant les albums originaux, à republier les meilleurs titres de Sazek, avec un certain succès pour l'ensemble de la collection, et avec même un vrai succès pour, en particulier, le titre Paris, qui continue à se vendre très bien, en particulier dans les musées, etc. Voilà l'aventure éditoriale. Alors j'ai déjà pas mal parlé, je vous raconterai un petit peu ce que je sais du mystérieux Monsieur Sazek, parce qu'il a eu un destin assez original. Alors, ce qui est drôle, c'est que moi, dans les années 90, j'ai fait un ou deux livres chez Casterman, et j'ai dit à Marie Lalouette, qui était donc l'éditrice de l'époque, pourquoi vous ne republiez pas Sazek? Après, j'ai essayé avec mon éditrice, Brigitte Morel, au Seuil, pareil, bide total, jusqu'à ce que New York, moi je crois que le premier que j'ai vu en republication, c'est New York. On a republié ensemble. Paris, non, mais enfin en édition américaine. D'ailleurs, je crois que c'est Brigitte qui l'avait rapporté de New York. Voilà, donc c'est drôle on était au moins deux à être. Et en fait, c'est de là que vient Paris. Hein, c'est clair. Ça fait des années que je voulais faire mon Sazek et j'arrivais pas, parce que je suis assez aussi, j'ai du mal à me lancer dans des projets si j'ai pas un éditeur qui me dit oui et qui même voire me pousse. Donc j'ai mis assez longtemps à convaincre la même Brigitte Morel de faire à Paris, et j'ai mis 4 ans à le faire. Donc j'espère je pense que Sazek devait être un peu plus rapide que moi. J'espère pour lui. Et donc j'apprends qu'en fait le premier c'était Paris aussi. Ouais, bon bah voilà. Je suis son ordre parce que théoriquement, moi, après, je fais. Normalement, je vais faire New York si j'y arrive. Si le CNL me donne des sous, j'attends la commission. Là. C'était Paris parce qu'il habitait brièvement à Paris au début des années 60. Faut parler de... Ce que je note, c'est que vous avez souligné deux choses qui me semblent intéressantes, qui sont aussi un trait commun. Vous dites que finalement, votre regard sur la littérature de jeunesse, enfin, notamment les albums contemporains, c'est plutôt le fait de représenter une image de la ville un peu avec des images assez surannées. Je pense par exemple à cet album de Gaëtan Dorémus, dans lequel, c'est son premier album d'ailleurs, dans lequel il y a une image de la ville qui est quand même aussi qui date des années 50. Et puis une deuxième chose, c'est l'interrogation par rapport à Paris. C'est-à-dire Paris est un sujet qui nous unit ici. En plus, nous sommes à Paris. Enfin voilà. Alors moi, il y a deux choses. En tout cas, je donne mon avis. Je devrais peut-être pas le donner en tant qu'animateur de la soirée, mais je suis pas certain que finalement le regard soit si suranné que ça sur la ville. Et c'est pas parce qu'on représente peut-être des images de la ville qui sont du vieux Paris ou de la vieille ville, que finalement ce ne soit pas une image très contemporaine. Alors, c'est le regard que je peux en avoir, je ne sais pas quel est votre regard, vous, en tant qu'auteur, mais le fait d'avoir mis dans vos illustrations, finalement, un Paris, pourquoi Paris? On a déjà commencé à aborder à peu près avoir des réponses. Puis deuxième chose, dans Paris, ces formes qui sont justement des formes du vieux Paris, elles reviennent. Donc, pourquoi ces formes-là reviennent-elles? C'est ce qui est compliqué avec Paris. Et par ailleurs, il fleurit une quantité de livres sur Paris actuellement en jeunesse pour une raison purement commerciale, c'est qu'il y a des touristes et que les touristes, ils achètent des livres sur Paris.
Donc se posait aussi à moi un problème qui était qu'est-ce que je montre, est-ce que je montre le Paris que moi j'aime, qui n'est pas forcément la Tour Eiffel, enfin si la Tour Eiffel quand même, je suis obligée, voilà, qui n'est pas forcément bon, les monuments et ce qu'on en attend, ou est-ce que c'est, enfin qu'est-ce que c'est Paris quoi. Et c'est ça qui est fort dans Sasek, c'est qu'à la fois il montre l'incontournable. Parce que voilà, les titres anglais c'est this is, donc this is, voilà, donc ça c'est comme ça c'est comme ça. Et dans cette ville qui est ce qu'elle est, qui existe, qui n'est pas que le centre ancien de Paris, mais qui est quand même beaucoup ça. Il y a une vie contemporaine, donc c'est ça aussi qu'il faut arriver à mélanger, c'est à faire prendre la sauce, c'est de montrer que dans ce décor immuable se passent des choses d'aujourd'hui. Et c'est ça qui fait la différence, je pense. Moi, je crois que toutes les villes sont comme des organismes vivants. En fait, ce sont des êtres vivants qui sont en continue transformation. Et donc, on ne peut pas vraiment saisir exactement ce que c'est parce que ça va changer. Par exemple, nous avons fait un livre sous Milan avec un éditeur espagnol dans les 2011 et on a représenté des quartiers qui après sont complètement changés parce qu'il y a eu l'expo et donc ce qu'on a représenté n'existe plus en fait dans la vision où on l'a représenté. Et donc c'est vraiment difficile de saisir la ville comme elle est avec tous ces changements. Je crois qu'avec un livre comme Paris 2050, en représentant l'année 2050, donc pas vraiment les présents, mais un futur possible, on arrive mieux à représenter certaines choses de la ville. Ça veut dire que justement, on ne représente pas la carte postale cliché, mais on représente des choses qui peuvent évoluer d'une certaine façon. Et de cette façon, on saisit plus l'âme de la ville qui justement une carte postale du présent, que c'est juste un arrêt sur l'image, que ça va changer demain. Voilà, c'est ma vision. D'accord. Et vous entrez aussi par le biais du collage justement à jouer avec justement le côté ancien et suranné et le côté très contemporain et voire même futuriste. Donc on a aussi cette ville qui finalement est éternelle parce que finalement elle a du passé, elle a du présent et elle a aussi du futur. Vous parliez d'organismes vivants. Je pense que c'est aussi un trait commun, on va dire, à vos productions, mais également à celle de Sasek. Ce sont des villes qui sont habitées. C'est-à-dire même si Sasek entre par ce qu'on peut appeler les saillances de la ville, par exemple, les objets qui sont identificatoires, les lieux qu'il faut absolument parcourir dans cette ville-là, ça grouille de monde. Il y a des gens partout, les gens se rencontrent. C'est le procédé dans Rapido, ce petit camion qui finalement fait son parcours et qui côtoie la ville. Dans Paris 2050, ça grouille aussi de vie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, évidemment, vous intéresse, vous, en tant qu'auteur, et est-ce que c'est quelque chose qui peut expliquer aussi la permanence de l'œuvre de Sasek ? Je commence sur Sasek. Probablement oui. Alors d'abord, le créateur lui-même avait une grande facilité à s'approprier les paysages urbains. Il était architecte de formation. Joël dit qu'elle a besoin de beaucoup de temps. Je crois qu'il allait assez vite et que souvent son art était effectivement, là pour ceux qui feuillettent le recueil, ou même sur une simple couverture, l'évocation comme ça géniale qu'il peut faire du skyline de New York. Donc la facilité avec laquelle il s'appropriait ces paysages urbains et avec laquelle il arrivait à saisir les petits instants du quotidien, ce qui fait que le charme de ces bouquins, oui, il y a du boulot, oui, mais alors là, les spécialistes peuvent en discuter. Ça, c'est le Sasek deuxième manière déjà, qui est, à mon avis, moins intéressant, où justement la précision et la vitesse de son trait disparaît un peu derrière des surcharges ornementales. Les puristes, les grands amateurs de Sasek placent vraiment au-dessus les 3 ou 4 premiers albums
qui sont plus épurés. Mais le reste est évidemment magnifique. Non, ce que je voulais dire, c'est très certainement leur charme est beaucoup plus qu'un charme, on va dire, rétro. Hein, et l'intérêt qu'on y trouve aujourd'hui est loin d'être uniquement nostalgique. On y trouve, même si dans Paris, on va avoir des images qui ont disparu, du gars avec son béret et sa baguette sous le bras, de discussions au comptoir, au zinc d'un bar, etc. Les formes exactes ont changé, mais le fond est souvent resté le même. Les discussions de comptoir, les scènes prises sur le vif dans le métro, sur un marché, les touristes à Montmartre, ou bien à Rome ou à Venise. C'est des scènes dont l'extérieur du décor a changé, mais le fond est resté le même. Et c'est ça qui nous touche aujourd'hui. Donc sur la notion d'habiter, en fait, sur le fait que ces espaces que vous représentez sont pas... vous parliez tout à l'heure de d'Ivry-sur-Seine, qui était votre premier... vue d'Ivry. Pourtant, il n'y a personne dans Ivry. Comment ? Il n'y a personne dans Ivry. Là, c'est vraiment des... Voilà, il n'y a personne. C'est vraiment le décor, ce que vous disiez tout à l'heure. Alors que finalement, dans Paris, dans Rapido, là, il y a du monde. Oui, parce que c'est la vie de la ville. Donc c'est forcément... Alors, Ivry, c'était un peu différent parce que je crois que je m'étais donné ça un peu comme contrainte, justement, de faire un portrait de bâtiment, enfin un portrait de ville nu, quoi, sans personne. Après, les sujets étaient différents. Rapido, il y a deux choses qui se superposent dans Rapido, c'est qu'il y a une description d'une ville, enfin d'une ville moyenne, avec tout ce qu'il y a dedans. Au départ, je voulais faire d'ailleurs une ville non française, enfin une ville qui ne soit pas marquée comme étant française, mais en fait c'est impossible. J'avais essayé de mélanger des architectures un peu de partout. Alors il y a des bâtiments, c'est extrêmement possible, comme les grands magasins, parce que c'est les mêmes partout, ils ont été construits au même moment, de la même façon. Après, chaque pays a une histoire différente. Il y a des lieux qui n'existent pas dans d'autres pays. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'au fur et à mesure où je le faisais, je me disais, ce livre-là, il va absolument pas être traduit, c'est vraiment trop franco-français. Et en fait, je crois que c'est un de ceux qui a été le plus traduit tout de suite. Alors je sais pas, il y a des trucs bizarres du coup qui n'existent pas dans d'autres pays. Je sais pas quelle est la vision qu'ils peuvent en avoir ailleurs. Mais donc il y a cette narration-là de... comment dire, on va dire, à grande échelle de la ville, et puis après, à l'échelle humaine, il y a ce petit camion qui se promène, et on va ouvrir les bâtiments, et donc on va voir ce qui grouille dedans, c'est-à-dire les gens, comment ils habitent la ville, et où sont les magasins, et où sont les gens, et qu'est-ce qu'ils font, et ça raconte plein de petites histoires, simplement parce que il se passe plein de choses dans une ville, quoi. Non. Non, parce que ça me permettait de parler d'une série d'albums aussi qui sont vraiment des livres qui s'appellent, dont le concept est justement la vie qui grouille. Je crois qu'il y a 90 personnages pour les avoir à peu près comptés. On oublie certains, où finalement à chaque fois au fil des pages ces personnages-là se croisent, il y a des histoires qui se multiplient finalement et qui permettent alors on a même des personnages, c'est des choses qu'on peut retrouver dans quand même pas mal d'albums, le fait que c'est d'avoir des histoires dans l'histoire. Oui, puis c'est aussi une façon de raconter des histoires avec du documentaire, puisque moi j'ai tendance à trouver ce genre de système parce que quand je fais des livres toute seule, j'écris pas d'histoire, donc je raconte des petites histoires quotidiennes comme ça. Enfin, il se passe des choses dans les dessins, quoi. Ils s'y racontent des histoires, mais il n'y a pas une grande trame narrative. Alors que pour Oups, pardon, ça s'est passé de façon très différente parce que là, on avait un personnage qui était la ville finalement. Avec Jean-Luc Fromental, c'est une histoire. Alors je vous la fais courte. C'est sur les catastrophes. Enfin, c'est un livre qui est dédié à Rube Goldberg parce qu'en fait c'est un type de machine de Goldberg. Machine de Goldberg étant une machine qui
comment dire, qui est extrêmement compliqué pour qui. Enfin, c'est pas tout à fait ça la machine de Goldberg, mais ça fait rien. C'est un enchaînement de choses qui produit une petite chose à la fin. Là, c'est plutôt le système de l'aile de papillon où une savonnette qui passe par la fenêtre va engendrer une suite de catastrophes et en parallèle, une famille va tenter d'aller prendre le train, donc va traverser Paris pour tenter d'aller prendre l'avion, à l'aéroport. Donc va utiliser un certain nombre de moyens de transport au travers de la ville qui vont à chaque fois être empêchés par des catastrophes dont on ne comprend rien, puisqu'en fait elles se passent en dehors de leur champ d'action. Et donc c'est un déplacement assez logique dans Paris qui est relativement plausible. On part d'Alésia, on part d'un embouteillage à Alésia, et puis on remonte. Donc là c'est vraiment la ville comme un décor. On s'est dit tiens, on va utiliser tel ou tel endroit. Et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de totalement catastrophique dans cet endroit ? Et donc chaque catastrophe en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Et là, on passe le Pont-Neuf. Et donc, c'était aussi l'occasion d'utiliser les outils de la ville d'aujourd'hui, c'est-à-dire le Vélib, Paris-Plage, la Grande Roue, enfin, c'est Paris de maintenant. Il n'est jamais dit que c'est Paris, d'ailleurs. Là, on ne parle pas de Paris, c'est un des personnages, quoi. Voilà, on a même Sarkozy. Ça commence déjà à dater, voilà, c'est ça, c'est trop tard. Voilà, et on va explorer les égouts. Enfin, voilà, et puis alors là, il y a une partie qui était assez intéressante, puisqu'en fait, l'idée aussi était de créer des catastrophes urbaines, c'est-à-dire de qu'est-ce qui peut bloquer la circulation. Donc on en arrive à un stade non physique, mais qui serait plutôt par la transmission des télés et des centres de transmission de tous les réseaux qui organisent la ville. Et donc on gèle les réseaux, c'est-à-dire qu'on gèle les pompiers, la police, les trains, et puis la bourse, et donc tout ça paralyse la ville et provoque des dysfonctionnements, puisqu'en fait la paralysie de ces centres urbains provoque d'innombrables dysfonctionnements dans les flux, quoi. Voilà. Bon, là on sort, là on arrive en banlieue, donc le Stade de France, et puis jusqu'à Roissy. On va pas raconter la fin. Oui, alors il y a quelque chose justement qui est. Vous dites, en fait, on parle jamais on dit jamais que c'est Paris. Hein. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot saillance. C'est un beau mot, en fait, qui est relativement perceptible quand on voit une page comme celle-ci, où on a l'impression d'avoir une sorte de mosaïque. Alors, c'est à peu près dans toutes les histoires de Sasse-Exp, ça commence par une vue comme ça, où on a en fait une sorte de terrain très plat, avec des petites. On imagine que ce sont des maisons et des toits. Hein. Voilà. Et puis jaillissent de ce magma urbain, finalement, quelques saillances qui sont les points, pour moi, les lieux principaux. Et ces lieux-là, en fait, ce sont des lieux par lesquels vous passez forcément, parce qu'ils sont présents, même si ils ne sont pas nommés, on les reconnaît. Hein. Je suis très content parce que j'avais reconnu la place d'Alésia, moi qui ne suis pas parisien. Donc, mais on connaît évidemment la Tour Eiffel, le Stade de France. Et pareil, dans Paris 2050, évidemment, ça passe par des lieux qui sont des lieux phares importants. Oui, en fait, Paris 2050 a été conçu par l'auteur et l'éditeur sur les lieux symboliques de Paris comme insérant dans le 2050. Et là, il y a vraiment tous les endroits les plus célèbres. Par contre, nous, quand moi, Alessandro, construire notre livre, nous avons beaucoup parlé de lieux moins célèbres aussi, quelquefois des lieux oubliés qui n'existent plus, parce qu'à la fin, la ville est faite par les personnes et les lieux oubliés nous disent comment changer la vie des personnes. Par exemple, je pensais à la cabine téléphonique. Maintenant, si un enfant il voit la cabine téléphonique, il se demande qu'est-ce que c'est ça. Pour nous, que nous sommes plus âgés, c'est normal. Elle est encore là, elle va être déplacée. Et comme la cabine téléphonique, il y a plein de choses que maintenant sont disparues.
Et à nous plaît parler de ça parce que ça se voit le développement historique de la ville et le changement de la vie des personnes. Maintenant, nous avons tout le portable, le smartphone. Changer, nous sommes toujours en contact, c'est toujours tout vite. C'est ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup. Voilà. Pas de commentaire. Parce qu'en fait, le SACEC passe par ça. Et vous disiez tout à l'heure que Paris marchait bien au niveau des ventes, j'imagine. Parce que justement, je pense que les gens qui viennent sur Paris, les touristes, se reconnaissent dans cet album. Vous parliez de tout à l'heure de... Alors, je sais pas, oui, c'était sur Rome ou sur Londres. Vous me parliez de Londres. Moi, c'est comme ça aussi que j'ai découvert en fait, la collection des Disease. Et en fait, c'est vrai que quand on visite un endroit, c'est intéressant d'avoir un album qui puisse... traiter de manière un peu nostalgique finalement cet endroit-là. Il y a une sorte de relecture touristique finalement du lieu. Oh oui, mais c'est Joël qui le précisait, c'est vrai que ça nous surprend toujours, y compris pour des gens qui ne sont même pas nécessairement francophones, le nombre d'ouvrages jeunesse ou d'ouvrages illustrés sur Paris qui sont vendus chaque année, et quand on fait des analyses un peu plus fines, soit dans les librairies des musées, soit dans les librairies à proximité du musée, est tout à fait intéressant et surprenant. Donc, visiblement, il s'agit très souvent d'achats de visiteurs, soit de province, soit de l'étranger, qui, pour leurs enfants ou des enfants de l'entourage, ramènent comme cadeau un souvenir livre de Paris. Livres animés, petits pop-up. Vous avez une floraison de pop-up sur Paris pour tous les âges et toutes les tailles, avec les monuments qui surgissent en 3D. Ils sont souvent très bien faits. Et en termes purement commerciaux, c'est des résultats assez étonnants. Et effectivement, dans le cadre de la collection SACEC, les Tchèques disent Chachek. Le titre sur Paris a des résultats 2 ou 3 fois supérieurs au titre sur Londres, New York, etc. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs s'il y a un phénomène équivalent dans d'autres villes touristiques européennes, voire mondiales. Je ne suis pas sûr parce que... Non, mais là, j'ai pu discuter avec les éditeurs maintenant anglais de la collection, et chez eux, c'est pareil. Le Londres se vend 2 ou 3 fois mieux que le Paris-New York, etc. Oui, mais est-ce qu'il y a des publications, est-ce qu'il y a cette espèce de saturation là, de publications j'ai l'impression que tout le monde s'est jeté sur le créneau aussi, quoi. Là, ça devient pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y a encore saturation, mais elle viendra sans doute. Moi, dans mon souvenir, un des premiers livres que j'avais vu sur Paris, c'était Merak Elman dans les années 90. Donc, c'était un livre qui avait été publié par le Seuil Jeunesse, mais qui était un livre américain de chez Viking, qui s'appelait Max. C'était un espèce de Paris un peu délirant, un peu vision américaine de Paris, quoi. C'était pas vraiment un truc documentaire, mais qui prenait Paris comme décor, quoi. Alors, j'ai pas le souvenir, mais que dans vos albums, par exemple, on représente la Défense. Non. Ah oui, d'accord. Si, moi, J'ai pas le souvenir. Ah oui, il y a l'Arche. Il y a l'Arche. Oui, d'accord. Mais le lieu même, il s'y passe rien en fait. Non, il se passe rien à la Défense. On peut refaire buffet froid version. C'est bien, je voulais vous le faire dire. Oui, donc en fait tout ça pour dire que les lieux qui semblent vous intéresser, je parle de loin, ce sont des lieux qui sont souvent des lieux où des espaces publics, finalement, où les gens se croisent, se parlent. Enfin, je reviens sur mon problème de tout à l'heure, mon problème de l'habiter. Et effectivement, quand vous dites la Défense, il ne se passe rien, il se passe plein de choses, mais en tout cas qui sont peut-être dans le virtuel et pas vraiment dans les relations sociales, quoi. Alors, est-ce que c'est justement ça, ce qui est aujourd'hui peut-être l'image de l'album
de l'album pour enfants et de la ville dans les albums pour enfants? Est-ce que vous cherchez finalement à voir un petit peu ce qui s'y vit, ce qui s'y passe? Oui, je crois. Alors d'abord, je pense que dans et la réalité, l'imaginaire collectif, La Défense, c'est pas Paris. Et donc, on ne va pas trop s'étonner, même si effectivement, bon nombre de Parisiens travaillent là. Mais c'est sans doute pas par hasard, d'ailleurs, si ce quartier d'affaires, contrairement à Londres, où il est quasiment intégré à la ville, si là, il s'est développé hors de la ville. Hein. Donc, on ne va pas faire ici de la sociologie urbaine trop avancée, mais je pense que c'est relativement antinomique avec cette image parisienne qu'on a tous. Moi, j'ai été très frappé, comme vous, j'imagine, par les mouvements de solidarité qu'il y a eu au niveau mondial en 2015, à la suite des deux séries d'attentats, et la cristallisation qu'il y avait autour de Paris, justement, qui allait largement au-delà de l'impact que des événements. Visiblement, il y avait une dimension au-delà de la simple dimension émotionnelle. Quand on a vu des tours Eiffel en symbole partout sur la planète entière, c'est donc que le Paris occupe dans l'imaginaire collectif planétaire une place incomparable. Et il y aurait vraiment de quoi, je pense, et je pense que ça va susciter des études, parce que c'était un phénomène quand même assez réconfortant pour nous les Parisiens, mais qui interroge sur l'image et le rôle de la capitale, je pense. Nous, autant qu'artistes illustrateurs, nous aimons un peu représenter toute la réalité. Ça veut dire que ça nous intéresse de représenter la Défense, la Tour Eiffel, les monuments les plus importants et célèbres, mais aussi des aspects de la ville qu'on ne connaît pas du tout. Et tout ça, donc, c'est vraiment représenter ce qu'est la ville qu'on ressent. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, souvent dans des endroits comme la Défense, ou par exemple, je pense aux Halles, certains quartiers comme ça, il y a plein de monde qui se croise tout le temps, mais il n'y a pas une vraie communication entre les gens. Ça fait penser à Auger, cette théorie, en fait, parce qu'il y a continuellement des échanges, mais ce ne sont pas des échanges humains, ce sont des échanges commerciaux, on prend les trains, on sort du métro, des RER et tout ça. Et donc, ce qui nous plaît le plus comme endroit, sont les endroits qui nous communiquent vraiment une chaleur humaine, vivante, une âme, je dirais presque, comme pour façon de dire. Ça nous intéresse beaucoup. Par exemple, je sors de Paris parce que en plus, nous sommes d'origine italienne. Quand nous avons représenté Milan, et ici on a pu choisir vraiment notre vision de la ville de Milan. On a choisi même des petits endroits comme un petit marché, comme un cimetière. Voilà, parce que ce sont des lieux qui nous disent beaucoup, même s'ils ne sont pas des endroits touristiques qu'on voit dans les guides. Et ça, voilà, c'est notre intérêt pour la réalité, pour la ville d'aujourd'hui. Alors, oui, on parlait des formes, là on est en plus dans les formes de la ville, mais vous parlez de Milan, moi ça me fait penser évidemment au brouillard de Milan, de Munari, et dedans, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si ça peut aussi vous intéresser, mais c'est toutes les couleurs, les odeurs, tout ce qui est en fait du domaine du sensible, et plus vraiment même du visuel. Et est-ce que ça, c'est des choses qui vous intéressent de travailler, qui vous intéresseraient de travailler Compliqué, mais... C'est compliqué, l'odeur... Déjà, les couleurs, moi, j'ai laissé tomber. Je ne sais pas du tout, d'ailleurs, si je fais New York, si je le ferais en noir et blanc. Je ne sais pas sûr du tout. Mais en fait, je suis arrivée au noir et blanc parce que j'aime beaucoup le noir et blanc, déjà. En fait, je voyais pas de couleur là-dedans. En fait, si au départ, je voulais mettre juste des aplats, mais des choses un peu en fond, quoi, qui viennent pas interférer avec. C'était vraiment pour moi une vision graphique, quoi. J'avais vraiment envie de ça. Après, je sais pas du tout si j'aborderais d'autres villes de la même façon.
je tourne autour de Venise depuis un certain temps aussi, mais je trouve ça tellement difficile que je sais pas, j'ose pas y aller. Pourtant, c'est une ville que je connais relativement bien. Est-ce que je peux faire Venise en noir et blanc? Ça pourra peut-être être, ça deviendra peut-être aussi un parti pris de justement toutes les traiter en noir et blanc systématiquement pour les mettre sur le même plan. C'est possible. Après, les odeurs, c'est un peu plus compliqué. Oui, les villes ont des odeurs, ça me paraît clair. Je reviens d'Amsterdam, je peux vous dire que Amsterdam a une odeur, oui. Ça sent le shit partout. Je sais pas, Istanbul, ça sent en hiver, sent le charbon, la pollution de charbon. C'est plus des odeurs de pollution dans les villes, je dirais. Il y a un peu la même odeur à New Delhi. Voilà, effectivement, je pense qu'il y a. Alors, les villes italiennes, c'est plus l'odeur du café et mélangée à la vanille qui sort des bars. Ça qui est vraiment dépend. quelque chose. Nous sommes italiennes, ça dépend. Ah bah non, si, c'est vraiment, pour moi, c'est le premier truc qui est différent de Paris. C'est cette odeur du café et de la vanille et C'est un très bon souvenir. Non, mais des brioches, enfin, des brioches qui sont pleines de vanille, qu'il n'y a pas ici. Et peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est un truc, même à l'aéroport, quoi. C'est une odeur qui est particulière aux rues italiennes, quoi, vraiment. Mais après, voilà, je pense qu'effectivement, c'est des choses comme ça. C'est très compliqué à passer ça. Voilà, c'est très compliqué à faire passer ça dans un livre. Effectivement, on voudrait pouvoir. C'est vrai que les odeurs, c'est un peu compliqué. Mais les sons, parfois, ça marche. C'est-à-dire que par tout ce qui est onomatopée ou même par graphie, on arrive à... Effectivement, peut-être que si je fais New York, enfin, je connais très peu New York, j'ai passé 3 jours, donc c'est un peu court pour dire que... Enfin, en même temps, j'en ai une vision relativement... si j'y vais, là, je vois à peu près ce que je veux faire. Enfin, c'est marrant, il y a aussi des villes dont on a une vision géographique très précise assez vite. Et puis d'autres, par exemple Londres, que je connais aussi mal, j'ai dû y aller 2 fois, je ne comprends pas cette ville, je ne sais pas où sont les choses, j'en ai pas de représentation mentale. Il y a des villes qui ne sont pas des villes. New Delhi, j'ai rien compris. J'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était que ce truc. C'est pas une ville. C'est des avenues avec des masses de verdure sur les côtés, des blocs de maisons cachées, et puis tout d'un coup, Old Delhi, qui est une espèce de truc grouillant. Et voilà. Après, voilà, ça serait ça, quoi, pour moi. Donc il y a une espèce de fulgurance mentale, je pense, quand on arrive dans une ville, même si on n'y passe pas forcément très longtemps, une représentation qui se fait tout de suite et qui, effectivement, dont font partie les bruits, les odeurs. Après, arriver à retranscrire ça, là, on dépasse le rayon jeunesse. Hein, c'est général, quoi. C'est pas. Puis bon, moi, j'ai pas non plus l'aspiration de faire. Pour moi, Paris, c'est pas particulièrement un livre jeunesse non plus. Mais c'est ça la difficulté, c'est faire le portrait de quelque chose qu'on a eu comme ça, comme un flash assez rapidement, quoi. Oui, puis Munari, en fait, ce qu'il représente surtout, c'est les impressions qu'il peut avoir en traversant la ville de Milan, en fait. C'est surtout. Oui, et je pense que justement, visuelle, c'est ça qui est très, brouillard, très fort, quoi. C'est d'arriver à ça. Ouais. Mais ce qui transparaît peut-être plus dans vos livres et plus facilement, et qui est propre à la ville, c'est le mouvement, finalement. Vos images, elles bougent, vos images de science-fiction aussi. La ville, c'est évidemment les bruits et les odeurs, mais c'est ce qui bouge sans arrêt, quoi. La mobilité, ce qu'on dit. C'est la mobilité. Oui, mais un peu, je pense, pour représenter les odeurs, les bruits, on peut faire ça avec la couleur, la composition, avec les coupes d'images. Par exemple, si je devrais représenter une ville comme Caracas,
que déjà le nom nous dit qu'il est très bruyant. Je ferai plein de petites choses qui bougent, plein de couleurs. Et ça déjà nous donne l'idée d'une composition très chaotique, hein, et donc d'une ville chaotique. Hein. Après, la couleur, c'est la ville, c'est joyeux. Si la ville qui est toujours sombre, comme dans le nord du monde. Et après, je sais pas, un peu par rapport à les odeurs, c'est vrai, c'est difficile, mais un petit peu, je pense que notre sens communique entre eux. Comme dire, si nous allons avoir une image de quelque chose à manger, ça nous fait venir faim quelquefois, si l'image est bien. Ou pour le représenter dans une illustration, on peut mettre la fumée, de la vapeur, un peu. Après, c'est un peu compliqué, mais tu veux ajouter des choses? C'est Varja Lavater, qui est une artiste qui avait fait un album dans les années 60, début de 61, je crois, lorsqu'elle était à New York, justement, voulant représenter sur un grand Leporello de 4 mètres, quoi. Elle avait essayé de représenter New York uniquement par les lumières de la signalétique. Donc, que ce soit les feux tricolores, mais c'était aussi les enseignes lumineuses. Et en fait, sa vision de New York, c'est un grand Leporello avec une grande linéarité, avec uniquement des spots lumineux partout. Évidemment, on ne reconnaît pas New York, mais on en reconnaît un des aspects. Vous vouliez intervenir peut-être sur... Non, je repensais à la notion de mouvement et à quelque chose d'intéressant que vous avez peut-être vu, qui a été publié il y a 2-3 ans chez Le Rouergue, qui était la série des Pyjamarama, bon, hein, dont le principe est, avec une sorte de calque, d'animer des images et justement de donner les mouvements urbains en poussant alors je crois qu'il faut les faire comme ça, voilà, on fait tourner les roues. Il y a des vues, je crois avant, des autoroutes urbaines. Alors, ce sont des images apparemment très... ou les escalators de... Voilà, j'ai trouvé que c'était une façon d'aborder les thèmes urbains et le mouvement urbain qui était assez intéressant, sur les lumières de la ville aussi. Pas toujours facile à utiliser, il faut le bouger très lentement en fait. Je crois qu'il y a eu Paris d'ailleurs dans la série. Hein. Ouais. Oui, je disais en introduction aussi que en fait, depuis 2000, il y avait vraiment une profusion d'albums qui se passaient en ville. Bon, moi, je suis géographe de formation. Je m'aperçois aussi que la ville, c'est un sujet qui intéresse vraiment les géographes depuis vraiment les années 90, même s'il y en a eu avant. C'est devenu un sujet très, très longtemps un petit peu boudé. Puis là, ça a vraiment été d'un intérêt important. Et il y a une question qui interroge aussi les géographes, et que moi, j'arrive à voir aussi dans certains albums pour enfants, c'est l'interrogation entre la ville et la campagne. Pendant très longtemps, il y a eu cette opposition. Il fallait, comme on disait, quand je lisais tout à l'heure l'article sur de la revue des livres pour enfants des années 70, c'était vraiment une opposition. C'est-à-dire que la nature, c'était la campagne, la ville, c'était l'anti-nature. Hein. Moi, j'avais amené des vieux albums. Hein. Cet album-là, qui date des années qui date de 79, je crois, à la Farandole, s'appelle La Tour part en voyage. Elle part en voyage, elle part où, évidemment? À la campagne. Hein. Donc elle est triste dans sa ville, elle se morfond et elle part vraiment, elle quitte la ville et elle part à la campagne. Un album beaucoup plus récent, je vais faire tourner, mais un album beaucoup plus récent, c'est La Souris de Paris. Pareil, ça part on quitte Paris pour aller à la campagne. C'est une profonde tristesse qui est ressentie par la petite fille, bon, qui va évidemment se consoler, hein, mais qui va être d'une vie à la campagne. Il y a la présence de ville et campagne pendant Rapido. C'est-à-dire que Rapido part du centre-ville et il se retrouve dans une zone mi-campagne, mi-ville. Alors justement, est-ce que cette opposition, elle est si opposée ou pas? C'était pas dans Rapido, l'idée c'était pas une opposition, c'était de circonscrire la ville. Enfin, c'était de voir justement les limites de la ville. Enfin, il y a un moment où on n'est plus dans la ville.
Alors, ça implique que... j'ai peut-être pas, d'ailleurs, je regrette vaguement, si j'ai un peu la zone industrielle, mais enfin, j'aurais pu l'accentuer un peu, d'ailleurs. Mais enfin, une ville moyenne, en France, à un moment, on sort de la ville, on est dans la campagne. Par exemple, en Italie, c'est beaucoup moins vrai. En Italie, on sort un peu d'une ville, on rentre dans une autre ville. Enfin, il y a une espèce de continuité urbaine qui est beaucoup plus... c'est plus mité, quoi. Il n'y a pas de zone avec des champs, des prés, des vaches, voilà. La France, c'est vraiment ça, quoi. On sort de la petite ville et après, on est dans la campagne. Donc, c'était ça l'idée. C'était de dire on y rentre et on en sort. C'est pas une opposition. C'est une façon de finir la ville, quoi. Une sorte de complémentarité. Alors, on sent d'ailleurs que dans le... Je sais pas où il est. Elle est finie, mais elle va se développer. Hein, parce qu'il y a dans la zone... J'aimais bien d'ailleurs cet entre-deux. Donc on a quand même, à la fin, on a l'autoroute, hein, avec le supermarché, le camp de Rome, hein, les usines, enfin les entrepôts. Et bon, là, voilà, on est dans une zone en construction, en devenir, avec de l'usine désaffectée, et puis la maison de mamie, qui à mon avis, en a plus pour très longtemps, quoi. Voilà, c'était un peu l'idée. Une espèce de vision un peu bucolique avec le garde-barrière. Enfin, là, on est encore dans un entre-deux qu'on n'a plus pour longtemps. Voilà, c'était un peu l'idée. Et voilà, rapido, l'idée, c'était comme il fallait à la fin avoir une solution, une fin et tout ça, il va dormir dehors et après il ira dans une autre ville, quoi. C'était pour les petits, hein, quand même. Par rapport à nous, ça se voit pas beaucoup dans nos livres, mais c'est vrai que ça nous intéresse beaucoup les sujets, en fait, on peut dire des frontières, pas frontières entre un pays et un autre, mais justement où il y a un mélange entre deux univers, comme celui de la ville et de la campagne. Et en fait, un projet qu'on aimerait bien faire, pour l'instant, c'est juste une idée, un projet, c'est faire un livre sur la vie sauvage des animaux qui habitent la ville. Donc, parler des pigeons, des rats, des souris, des insectes qu'on voit souvent dans les villes, mais dans une façon comme ferait un éthologue qui parle de leur stratégie de survivance, de leur façon de cohabitation avec l'homme et tout ça, parce que c'est très intéressant. Et nous aimerions bien réaliser un livre comme ça. Donc c'est un sujet que ça nous charme beaucoup, ce mélange entre la nature et la ville, l'urbain et la campagne. Oui, vous parliez de mitage tout à l'heure. En fait, il y a un géographe italien qui parle de città diffusa, donc en fait la ville diffuse. Et c'est vrai qu'il y a les frontières de la ville aujourd'hui sont quand même extrêmement compliquées à dessiner, déjà, je pense. Même si parfois elles peuvent sembler claires, à d'autres endroits, elles ne le sont plus. L'album qui doit tourner encore en ce moment, qui est le livre de l'été de Rotraud de Suzanne Berner, qui est allemande, a à peu près la même vision, c'est-à-dire qu'à chaque page, vous avez toujours un peu de campagne, mais toujours un peu de ville. C'est-à-dire que la ville est toujours présente. Aujourd'hui, est-ce que la question que se posent les géographes actuels, c'est de se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, ne serions pas tous urbains, finalement? Alors c'est drôle parce que Suzanne, elle habite à Munich, et j'ai des amis qui habitent à Munich, au bord de la ville. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans Munich, et en face, c'est des champs. Mais vraiment, c'est comme ça. Il y a un truc complètement... Alors, c'est peut-être pas vrai tout autour, c'est peut-être vrai dans cette zone-là, mais c'est flagrant. C'est quelque chose qui paraît qui n'existe pas ici, quoi. Une grosse ville qui tout d'un coup qui s'arrête comme ça d'un seul coup, ça n'existe pas. Oui, on n'a pas cette ceinture verte, en fait, ou ceinture... Oui, non, et en plus, quasiment du centre-ville de Munich, on voit les montagnes. Hein. Ouais. Et c'est drôle, que vous parliez de Munich, puisque Sazek est mort à Munich. Et puis j'avais Munich aussi, moi j'avais Hong Kong et Munich. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais. Pour Sazek, on ne peut absolument pas parler de campagne, parce que visiblement c'était un univers qui lui était totalement étranger. C'est très visible en fait, puis la collection parle essentiellement des villes. Dernier point, avant de laisser la parole à la salle, c'est ce qui est aussi intéressant peut-être, c'est le fait que la ville, alors c'est
une idée qu'on peut imaginer, que la ville soit aujourd'hui pratiquement le dernier territoire d'aventure, finalement, où tout peut arriver, où finalement, au coin d'une rue, au détour d'un endroit, d'une rue encore, on pourrait trouver une aventure nouvelle. Ça, c'est assez intéressant aussi, parce que finalement, dans ce qu'on voit, c'est souvent... par exemple, moi, je me suis amusé, je ne sais pas si c'est un amusement, enfin, dans les livres de Sasek, je me suis amusé à essayer de dessiner un parcours, finalement, qui était, que Sasek invitait à faire à ses lecteurs. Et finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment un parcours linéaire, ça va à droite, à gauche, enfin bon, c'est un petit peu la surprise. Ce n'est pas la linéarité de Rapido, par exemple, à travers la ville, qui part du centre pour aller vers la banlieue. Même dans Paris 2050, il n'y a pas vraiment de suite linéaire. Les lieux sont positionnés un peu. Alors je ne sais pas s'il y a un ordre d'ailleurs vraiment préconçu. Et peut-être que c'est fait exprès qu'il n'y ait pas d'ordre d'ailleurs. Alors, je trouve que c'est peut-être intéressant le fait que la ville soit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez par exemple, la ville comme un territoire encore ou dernier territoire d'aventure. Oui, mais ça n'a pas forcément à voir avec la linéarité. Ça, c'est deux choses différentes. La narration dans le livre, pour moi, j'ai une espèce d'hyper rigueur. J'ai un peu tendance à être comme ça, à avoir du mal à sortir de ça, à me dire non, je peux pas mettre ça à tel endroit parce que c'est pas là. Là, en ce moment, j'ai un gros souci. Je suis en train de faire un deuxième petit truc sur Paris qui était censé être un petit pas gadget, c'est pas bien de dire ça, mais quelque chose d'assez vite fait, qui est en fait justement je suis parti des comment ça s'appelle, des souvenirs de Paris, enfin des espèces de Leporello, de cartes postales, quoi. Et donc l'idée est de faire un diorama de Paris. Bon, qui est bien sûr est faux, mais je m'arrache les cheveux parce que je m'interdis totalement des illogismes. Donc il faut que j'ai un parcours qui soit fluide et cohérent. C'est impossible, quasiment, c'est impossible. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus, je bloque complètement. J'ai un endroit, il faudrait que je retourne le Louvre, mais je veux pas. Donc j'arrive pas, en fait, j'arrive pas à prendre des libertés parce que je suis trop dans le documentaire. Donc après, voilà, ça c'est une chose, ça c'est le déplacement. Et c'est pour ça aussi que, mais même dans Rapido, pas Rapido, dans Oops, qui est de la fantaisie pure, mais j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose qui soit logique. C'est-à-dire que je vais pas les mettre. Moi, ça me gêne terriblement dans un film quand on voit quelqu'un sortir en courant du Palais Royal et arriver à Montmartre. Il y a un truc qui va pas, quoi. Donc je peux pas faire ça. Ou alors on fait une ville imaginaire, mais si c'est Paris, c'est Paris. Donc effectivement, après, quand on respecte ce schéma-là, tout est possible. Enfin, on peut raconter des milliers de choses. Et même en puisant dans l'histoire, dans tout ce qui s'est passé dans ces rues, enfin, il y a une manne énorme de romanesque, oui. Mais enfin, ça, c'est pas très nouveau. Le romanesque, il a toujours eu lieu dans la ville, quoi. On peut remonter au Moyen-Âge, quasiment. C'est possible, oui. Mais pour nous, oui, il y a toujours des choses à découvrir, des histoires, des nouvelles dans les villes, surtout dans une grande ville comme Paris. Si je pense, c'est vraiment un mélange parce que si je pense déjà au 3e arrondissement, il y a à côté Place d'Italie, 13e. Et à côté Place d'Italie, il y a le quartier chinois très coloré, il y a la Boutoukaï, qui est un petit village, et pas loin, le quartier de la bibliothèque. Après, il y a la Seine, les bateaux où on peut manger, écouter de la musique. Et c'est tout très proche, ce sont comme différentes villes mises ensemble. Et ça, c'est toujours, nous donne des choses à découvrir et ce sont toutes très proches. Après, une autre chose, je pense, pour remarquer des choses différentes, c'est bien de changer un peu point de vue. Nous avons toujours les mêmes habitudes, les mêmes horaires. Et si on change un peu le point de vue, ça nous permet de découvrir choses différentes.
chose, par exemple, de voir la ville avec les yeux d'une souris ou les yeux d'un extraterrestre ou d'un homme préhistorique. Ça nous fait réfléchir sur des choses qui d'habitude nous n'allons jamais remarquer. Après, qu'est-ce que je peux dire? Par rapport à Paris, une chose très sympa, une fois nous trouvé une copine avec son fils qui avait 10 ans à l'époque, et il a dit j'adore beaucoup Paris parce que ça se voit, c'est une ville qui pense. Et là, alors, nous avons toujours pensé à cette phrase, on la trouve très belle pour décrire la ville. Non, mais vous avez tout à fait raison. L'intérêt de proposer des livres jeunesse sur la ville, c'est justement de briser un petit peu ces codes, puisque effectivement la ville en ville, y compris pour les enfants, est souvent finalement assez répétitive. Hein. Il y a des automatismes que les enfants acquièrent très vite. Et donc leur proposer, alors vous parlez de terrain d'aventure, oui, ça l'a toujours été, je crois que c'est pas parti pour s'arrêter. J'espère que ce n'est pas le dernier terrain d'aventure. Je pense que aussi bien dans les univers de fiction, de science-fiction, que même dans des univers campagnards, maritimes, il y a encore plein de terrains d'aventure. Mais quand justement auteur ou illustrateur arrive à briser ses routines, à emmener sur des chemins inattendus, il y a de quoi faire des choses encore. Il y a plein de choses superbes à faire. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que dans les terrains d'aventure, si on passait un petit peu les albums des années 50-60, les aventures se passent quand même souvent à la campagne, hein, que ce soit la montagne, la mer. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que je disais au départ, mais on est de plus en plus en ville, des aventures se passent de plus en plus en ville. Et quand on voit des films de science-fiction, je pensais à Star Wars, on est, entre autres, hein, films de science-fiction, la ville est extrêmement présente, de plus en plus présente par rapport aux anciens. Je trouve qu'elle est de plus en plus présente, avec des villes qui sont gigantesques, des villes planètes même d'ailleurs. Donc c'est surprenant, enfin peut-être pas surprenant finalement. Alors je vais peut-être passer la parole à la salle s'il y a des questions. Il y a des gens qui se sentent de poser des questions. Je trouve qu'on a parlé un peu des utilisateurs. Et moi, ça m'intéresse un peu parce que les façons de choisir, la façon de représenter la ville, sont importantes. Je prends rapido. Ce qui est remarquable, d'un côté, c'est qu'il y a une narration qui, on ne dit rien, mais ce petit voiture qui se déplace, et bon, ça donne l'impression qu'on passe, qu'on se balade, n'est-ce pas, il y a un mouvement. Puis il y a encore, c'est dedans, dehors. Ça, c'est quelque chose de... Il faut presque rien. Je vois, disons, quel âge à peu près peut avoir un enfant pour regarder ça. Il y a encore une chose intéressante. Il y a, quand on représente le centre, l'autrice a choisi une représentation, disons, presque médiévale. Ce qui est en profond, c'est, comme dire, c'est des places en hauteur. Palage, on appelle ça. Quand elle arrive à la campagne, tout à coup, c'est des perspectives. Et c'est des visions, comme dire, un peu du haut. Et donc, la question, c'est est-ce que là, il y a une volonté, disons, de changer un peu le moyen de représentation, bon, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, aussi parce que ça se prête, quand on dit le moyen de représentation est inhérent à la façon de concevoir des situations de la ville. Dans le livre sur Paris, ce qui est très intéressant, c'est quand même formidable. Cet axe de Paris, n'est-ce pas, Perret voulait faire, il y a la grande, et puis l'autre, c'est celle-ci qu'on a nous devant, et qui aurait dû aller jusque je ne sais plus où, n'est-ce pas, c'est deux axes de Paris. Et là, tout à coup, le livre devient long, presque un mètre, non? Et qu'on l'ouvre. Mais alors je me dis, c'est une très belle idée, mais est-ce qu'il y a un problème sur l'âge ou pas? Puis j'ai regardé leur livre sur celui qui a 50 ans. Alors là, il y a des images suggestives on comprend plus ou moins. Il faut regarder pour voir.
Et alors, je me dis, mais quel âge ils ont? Et puis, il y a des textes, et les textes sont souvent très, comment dire, provocateurs. Très provocateurs. Et je me dis, mais il y a peut-être un peu un décalage entre le public qui lit et le public qui regarde. Je ne sais pas, mais c'est une question, je trouve, astucieux, mais je dis, à la fin, sont nous, disons, moi, à 75 ans, qui s'amusent. Bon. Alors, ces questions-là, naturellement, il y a un livre qui circulait, vous avez dit, en 50, je pense qu'il est là. Et là, il y a une narration, parce qu'il y a des histoires, c'est toujours le même personnage qui va avec un texte, qui va avec. De côté, ça fonctionne très bien, mais s'il n'y aurait pas le texte, on se dit, il faut quelqu'un qui sait lire, c'est une écriture qu'il doit courir. L'histoire est plutôt innocente. Alors, disons, au fond, c'est l'auteur qui se projette dans des enfants, qui est le public, de quel âge il a? C'est inutile de penser à ça. Vaste question. Vaste question, parce que là, moi, je fais des livres, je me pose pas trop la question de à qui je parle. Je parle peut-être à l'enfant que j'étais, je trouve des pirouettes comme ça, je parle surtout pas à mes enfants. Je réfléchis pas. Bon, si, c'est pas vrai, rapido, on savait qu'on faisait un livre pour les petits, ça c'est clairement. Après, les petits, je sais pas où ça s'arrête, je sais pas où ça commence, ça dépend des enfants. Mais la réalité, c'est que il manque une case dans les livres. Il y a beaucoup de livres pour enfants qui sont des livres pour grands enfants ou qui sont des livres pour adultes. Moi, j'essaye de jamais oublier que je parle à des enfants. Dans Paris, j'ai volontairement pas essayé de parler à des enfants. J'essaie de parler à tout le monde. Mais je l'ai un peu raté, ce livre. Je voulais le faire plus ludique, je voulais qu'il y ait plus de pages, je voulais que ça parte plus dans tous les sens. J'ai bloqué un moment sur mes grandes images et j'ai pas été... Je voulais qu'il y ait plus comme ça, qu'on retourne le livre, qu'il y ait plein des choses un peu plus surprenantes. Mais... et pour voilà, donc c'est clair que un livre comme le leur, il s'adresse autant à des adultes qu'à des enfants. Après, il y a des adultes qui lisent des livres pour enfants. La question, c'est de savoir est-ce que les enfants peuvent continuer à les lire. Moi, je suis pas dans la tête des enfants, je sais pas. J'ai l'impression que moi, enfant, je lisais des trucs bizarres. Je pouvais rester pendant des heures sur des planches de dictionnaire. C'était pas spécialement pour les enfants. Voilà, on peut se raconter des tas d'histoires différentes suivant les livres. Quant à la représentation, effectivement, oui, j'ai un peu essayé de... ma première idée, c'était une représentation médiévale de la ville. Bon, je l'ai un peu bricolée pour qu'il y ait quand même... Il y a quand même une très légère perspective. C'est-à-dire que l'arrière-plan est quand même un peu plus petit que le premier plan, mais pas beaucoup. Et je voulais vraiment redresser ça, et il n'y avait pas d'horizon. Et effectivement, à partir du moment où on sort de la ville, il y a un horizon. Donc on revient à une représentation plus classique, quoi. Mais j'aime bien jouer, j'aime bien m'amuser avec la perspective. Et dans Paris aussi, c'est des perspectives il n'y en a pas une qui est juste, quoi. Tout est faux, quoi. C'est complètement redressé. Merci de l'avoir remarqué. Je crois qu'il peut-être parler pour le texte sur 2050. Oui. Nous sommes d'accord avec elle par rapport à le fait. Un bon livre, c'est toujours un bon livre, soit par les enfants, soit par les adultes. Et par rapport au Paris 2050, le rapport entre les tests et les images, il faut un peu savoir l'histoire du livre parce que le livre a été conçu par l'éditeur et l'auteur. Et nous avons été chargés de faire les illustrations, mais il y avait l'accord qu'on devait tout mettre ce qui était dans le test. Et quand le test, c'est un peu très à la limite parce qu'il porte des situations vraiment à un point très dangereux. Et dans chaque page, il y avait beaucoup de choses à mettre. Donc pour nous, quelquefois, c'était un peu comme faire un reboost pour tout mettre dans la meilleure façon et aussi de trouver des solutions sympas, toujours différentes, originales, mais qui étaient bien aussi pour nous et qui allaient bien aussi à l'éditeur.
Non, mais vous avez soulevé une question intéressante, puisqu'effectivement, si on fait l'opposition ville-campagne, le décor d'une narration, d'une histoire à la campagne va se passer dans un décor relativement immuable. Hein. Les arbres du XXe siècle vont ressembler, le géographe va peut-être me contredire, mais vont ressembler à ceux du XVe ou du Xe siècle, un paysage maritime aussi, les forêts, les montagnes. Or, une histoire urbaine, une aventure urbaine, elle va s'inscrire dans une ville qui a une histoire, qui a une logique, qui a une succession. Joël nous dit qu'elle n'aime pas qu'on passe du Palais Royal à la Tour Eiffel d'un seul coup. Dans la nature, c'est possible. En ville, c'est pas possible. Donc, on va dire qu'il y a des acquis, des bornages qu'effectivement l'enfant n'a peut-être pas toujours, et d'où effectivement certaines interrogations sur à qui on s'adresse, puisqu'effectivement un grand nombre de données pour saisir l'ensemble est peut-être nécessaire. Peut-être nécessaire parce qu'on peut aussi s'en passer et faire abstraction. Après tout, on n'a peut-être pas besoin de savoir à quelle date le Louvre ou la Tour Eiffel ont été construites pour apprécier l'univers urbain qui est proposé dans ces albums. Moi, j'entendais un peu que quelqu'un dise, mais du fait de penser l'enfant, ça vous permet de jouer plein de registres. C'est ça. Le fait de penser à un lecteur qui est justement un peu prenable, ça menait à jouer plein de registres. C'est vraiment comme élément pour penser. Qu'est-ce qui est suggestif pour un enfant et vont avoir devant des enfants, mais pas tellement pour faire un livre aux enfants, mais simplement pour introduire des points de vue sur ce qu'on peut faire. Oui, je rajouterais juste une chose, mais bon, je pense y rajouter parce que finalement ça a été dit, mais il ne faut pas oublier que le livre pour enfants a plusieurs façons. On le lit de plusieurs façons. Soit on le lit tout seul, soit on le lit avec un adulte ou quelqu'un qui est plus grand. Donc il y a vraiment, finalement, plus l'album est grand et plus ça s'y prête. Je rajoute juste une chose. Moi, sur Rapido, par exemple, c'est un album qui effectivement, alors ça je pense que ça doit être une règle à poser aux éditeurs de mettre ciblé en âge, mais moi je le fais avec mes étudiants. Mes étudiants n'ont pas d'enfants encore, enfin en tout cas pas toutes et pas tous, et en général quand on l'a présenté en classe ou en cours, ils l'achètent. Donc ça veut dire que ça leur parle. Alors je sais pas, ils ne l'achètent pas tous. Non mais moi j'ai acheté des livres, bon évidemment c'est un peu différent, mais j'ai acheté des livres pour enfants avant d'avoir des enfants, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'il manque, de toute façon il manque une case, livre illustré pour adultes, ça n'existe pas. Donc voilà, on est bien obligé de s'en sortir comme ça, hein. C'est regrettable. Mais... Je crois qu'on a une question là derrière. Oui, bonsoir. C'est plus un petit témoignage, puisque nous, je travaille à la bibliothèque Germaine-Tillon, Trocadéro, en face, au département jeunesse. Et on a eu le plaisir d'exposer à Paris de Joël Jolivet l'an dernier, et donc de recevoir beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes. Donc pour moi, c'est un livre pour tous. Et ce qui m'a intéressée, j'ai un peu oublié le livre d'or avec les réflexions des enfants, mais je vais essayer d'être un bon porte-parole. C'est que il y avait beaucoup d'entrées possibles dans ce livre. Alors évidemment, il y avait le côté, vous avez parlé, Joël, du côté ludique. Alors ils étaient très sensibles au jaillissement de la Tour Eiffel, très sensibles aussi à toute la grande fausse perspective du Luxembourg à la Défense. Très sensible à la vie, au passage de la campagne à la ville, puisque quand on évoquait l'histoire, ils étaient très sensibles aussi à l'histoire de Paris. Quand on évoquait les potagers dans les Tuileries et toute l'histoire qui s'y raccrochait, il y avait un intérêt certain, de même qu'il y avait aussi une grande curiosité pour tout ce qui était « je connais et je reconnais ». Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui disaient « Oh, ben oui, Tati, je connais ». Il y en a d'autres qui disaient « Ah oui, la tour Montparnasse, mais elle fait combien ?» Alors bon, chemin faisant, on avait plein de petites anecdotes et finalement, c'était à la fois très visuel, très romanesque. Je me souviens d'un livre qui s'appelait « Au coin de la rue de l'Aventure ». Ben, c'était un peu ça avec ce livre. À chaque fois, on faisait un petit voyage avec les enfants et ils ont été également très sensibles au noir et blanc. Parce que ce dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la technique
de Joël Jolivet dans ce livre. Et ça leur a beaucoup parlé. Et ils sont rentrés avec une grande facilité dans le noir et blanc et dans tous les chemins de traverse que proposait ce livre. Et pour nous, ça a été vraiment, je ne parlais pas d'expérience, j'aime pas ce terme, mais une rencontre magnifique, aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Et je crois vraiment que c'est un livre pour tout le monde. Et pour ma part, je connaissais déjà Chachek, mais très franchement, c'est vraiment un livre sur la ville qui est très représentatif à la fois de l'imaginaire et puis de toutes les surprises que les enfants ont envie de trouver aussi. Voilà. Merci beaucoup. Je voulais rebondir sur les questions d'âge. Je travaille entre autres à la revue des livres pour enfants. Donc on est obligé, entre guillemets, de mettre nos livres dans des cases. Non seulement des genres, mais aussi des âges. Et je peux vous dire que moi, dans les livres que je peux voir, documentaires, art et activités, je suis bien embêtée quelquefois de mettre un âge. Donc souvent je ruse, je dis à partir de, pour tous. Et je trouve que de plus en plus dans les livres, la production qu'on voit arriver, c'est le cas. Voilà. Je voulais juste aussi ajouter que dans la production actuelle, je trouve que l'utilisation de la ville est abordée avec ceux qui s'emparent de la ville, comme le street art. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de livres autour de cette action dans la ville. Voilà, je trouve que c'était intéressant dans l'évolution de l'usage de la ville aussi. Par rapport aux âges, à partir d'eux est pas mal quand même, parce que par contre, c'est vrai qu'il y a des livres, à mon avis, qui sont pas accessibles. Alors évidemment, c'est variable, c'est à quelques années près. Il y a des enfants qui sont plus mûrs que d'autres, mais il y a des concepts qui passent pas à 3 ans et qui passent à 6, quoi. Ça, par contre, c'est vrai. Mais après, dans l'autre sens, c'est plus quand l'enfant considère. Il y a aussi un âge où les enfants ils considèrent qu'ils sont trop grands pour lire des albums, ce qui est un peu dommage. Ça revient après. Mais voilà, je crois que c'est des phases, des choses comme ça. Ça, effectivement, on peut pas on peut pas l'ignorer, ces tranches d'âge-là. Mais après, voilà, il faut que ça reste souple, quoi. Sinon. D'autres questions ? Excusez-moi d'y revenir, mais il y a un livre sur Paris dont on n'a pas du tout parlé, qui, à mon avis, est quelque chose de merveilleux aussi. Une autre très belle rencontre, c'est le livre de Claude Ponty. Il s'appelle Paris. Paris. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais il y a beaucoup d'albums dont on n'a pas parlé. Il y en a beaucoup dont j'ai amené, dont je n'ai pas parlé non plus. Mais la question d'ailleurs pour Paris de Claude Ponty, la question de l'âge se pose également. Parce que là, est-ce que c'est un livre pour enfants ? Est-ce que c'est un livre pour adultes ? C'est toujours la question. On est toujours dans la même question. J'ai noté 2 points qui me semblent intéressants. C'est la perspective. C'est le choix, quand on représente la ville, du point de vue, de l'œil. Et un autre, je me demandais l'intérêt de la ville comme sujet. Beaucoup de ces livres ont la ville comme sujet, et certains ont comme cadre. Donc, des commentaires là-dessus. Où le cadre est le background, le cadre, l'arrière-plan. C'est pas le sujet. Voilà. Des commentaires. Oui, je l'avais déjà un peu dit. Dans Oups, c'est le cadre et en même temps, ça influe sur le sujet, puisque le sujet, c'est la paralysie de la ville. Enfin, c'est ce qui s'y passe. Enfin, c'est le cadre qui va donner qui nous a donné les idées de narration et les idées d'événements dedans. Donc c'est pas le sujet, mais c'est un peu, ça pourrait pas être ailleurs, quoi. Voilà. Par contre, effectivement, Paris, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Paris, oui, effectivement. Et Rapido aussi. Enfin, c'est plus ambigu. Il y a les deux, quoi. Et puis j'imagine que vous, c'est pareil. C'est le sujet, quoi. Enfin, donc il y a l'un comme l'autre est possible, oui. Paris, oui, Paris, c'est le sujet, oui. C'est
Mais c'est pour ça que je compte bien en faire d'autres, c'est que les autres villes ne sont pas Paris, donc c'est pas un livre sur la ville, c'est un livre sur cette ville, donc c'est ça qui m'intéresse là en l'occurrence, c'est d'arriver à un épuisement des villes, ça va être difficile, mais enfin d'aborder chaque ville comme un nouveau sujet et comme un nouvel arrangement urbain, on va dire. Parce que finalement, tout ça, c'est jamais que des maisons côte à côte, mais elles sont jamais pareilles. Moi, j'adorerais faire. Moi, je suis prête à faire tout et n'importe quoi. Le problème après, c'est de savoir l'éditeur est pas prête à faire déjà, par exemple, des lits. Je pense pas que ça va l'intéresser trop. Ah oui, quoi. Alors, une petite ville de province. Non. En fait, j'ai commencé par Bologne en même temps. C'est ça qui est. Enfin, ce qui a déclenché Paris, c'est que j'ai fait un petit livre, 16 pages sur Bologne. Alors ça, c'est une idée intéressante. C'est une association de promotion du livre jeunesse à Bologne qui s'appelle Ameline, c'est moi qui ai commencé, et ils demandent, enfin ils l'ont fait plusieurs fois, j'aimerais bien qu'ils le continuent, mais ils ont commencé à faire, l'idée était de demander à un illustrateur étranger de passer un certain temps à Bologne et de faire un petit livre. Alors c'est un livre à colorier, mais bon voilà, c'est un livre en noir et blanc de 16 pages, pas très coûteux, agrafé, sur Bologne. Donc j'ai fait le premier. Après moi, il y a eu Kitty Crotter qui en a fait un. Après, il y a eu Bernardo Carvalho, qui est donc portugais, qui est venu. Et après, ils ont fait un double, parce qu'en fait, c'était cette année-là, donc ça sort au moment de la foire internationale du livre jeunesse. Et donc cette année-là, la Suède était invitée, et donc ils ont demandé à une illustratrice suédoise, je ne me souviens plus son nom, et ni de l'italienne. Non, je sais plus. Enfin, en gros, l'italienne est allée à Stockholm et la suédoise est allée à Bologne, et ils ont fait un tête-bêche de 32 pages du coup. Ça, c'est intéressant aussi, les visions croisées. Donc là, je sais pas, ils en ont pas refait l'année dernière. J'espère qu'ils vont continuer. Mais voilà, ça peut être des choses comme ça, plus légères, plus souples. Moi, j'adorerais aussi faire des petites villes. Enfin, après, c'est le manque de temps aussi. Pardon Oui, de voir. Et puis. Ah oui. Celui de Sassak, il n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est un recueil. C'est un espèce de recueil, mais ça n'a pas été. Oui. C'est peut-être une question plus pour l'éditeur. On n'a pas beaucoup parlé du format du livre. Or, chez Joël Jolivet, il est très représentatif, ce format. Est-ce que ça joue aussi dans le choix du livre? On a parlé des couleurs noir et blanc. Est-ce que comment vous traitez ce format et pourquoi vous le traitez? Parce que voilà, on arrive presque à la 3e dimension à un certain moment. Paris, au départ, j'étais partie je voulais que ça soit plus grand que ça. J'étais partie un peu sur les formats je sais pas si ça parle à quelqu'un, les Bat-albums de Delpire, qui étaient des grands albums souples des années 60, qui étaient très grands, un peu en hauteur. Et je voulais faire ce format-là, et j'ai bloqué parce que les images étaient trop grandes, j'y arrivais pas. Je me perdais, mes perspectives se cassaient un peu la figure. Enfin, c'était trop grand, donc j'ai un petit peu réduit. On a tourné un peu autour, il a un peu bougé, et après on est un peu redescendu en format pour des problèmes de coût, voilà, bêtement, hein, comme d'habitude. Mais normalement, idéalement, il aurait été un peu plus grand. Mais voilà, c'était quand même... et puis, ce format un peu en hauteur, c'était pour avoir des doubles pages qui ne soient pas trop en longueur, qui soient pas trop étalés, quoi. J'ai un peu du mal avec les formats trop à l'italienne, enfin les formats paysages, puisque là, on pourrait parler de paysage plutôt.
Mais oui, moi, quand je fais un livre, tout est important. Ça part du format et tout ça. Enfin, j'essaye de maîtriser à peu près tout. Hein. Donc c'était vraiment une volonté d'arriver à avoir, là, pour le coup, un grand livre. J'en reviens un peu des grands livres, parce que maintenant, tout le monde fait des grands livres. Ça devient un peu fatigant. Mais c'est vrai que ceux-là, ils paraissaient super grands. Maintenant, ils paraissent tout petits. Il marche comme ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous en dis un mot. Donc, en fait, l'œuvre de Sasek, hein, dans un premier temps, et dans ce qui avait été publié en France, je crois que c'était par Casterman, 8 albums sur donc, les capitales majeures. Ensuite, dans la dernière partie de sa vie, pour des raisons très respectables mais très alimentaires, Sasek a travaillé sur des thèmes qui ont moins intéressé à l'époque les éditeurs français, le Texas, Washington, Édimbourg. Oui, Édimbourg a été publié en français. L'Australie, Cap Canaveral. Certains étaient des livres de commande qui n'avaient pas été publiés à l'époque en français par Casterman. Et donc, cette année, à l'occasion du centenaire de Sasek, c'est à l'initiative de l'éditeur américain de faire une sorte d'anthologie, un gros livre, un livre d'art. Et donc, nous avons trouvé que c'était intéressant de le faire, dans lequel il n'y a juste que des extraits de Paris, des extraits de Londres, des extraits de Rome. Mais ce qui nous intéressait, c'est que ça donnait l'occasion de publier en français des pages inédites. C'est donc dans le gros recueil toutes les pages qu'il y a sur Munich, sur l'Australie, sur l'Irlande, qui n'avaient pas été forcément publiées, en tout cas pas republiées en français. Voilà. Donc l'essentiel de l'œuvre de Sasek, ce sont des albums consacrés à une ville. Et donc depuis quelques mois, il y a cette anthologie qu'on a appelée le Grand Tour du Monde, qui est une sorte de best-of, de bonnes feuilles, et là qui regroupe l'ensemble de son œuvre, les plus connues et des choses moins connues, parfois moins pertinentes de notre point de vue, sur les qualités graphiques, ou même sur l'acuité du regard, qui est un petit peu perdu sur des images parfois plus documentaires et moins intéressantes, moins vivantes. Mais ça, c'est une extrêmement bonne image de l'ensemble de son travail. Moi, je lis là quand même, attendez, simplement, Paris, 38 000 exemplaires, Rome, 19 000, Londres, 23 000, et donc il y avait Édimbourg, New York, Israël, 20 000, New York, et l'album Venise a été choisi en 62 par Loisirs Jeunes comme meilleur livre de l'année, et l'Irlande en 65. Ça, c'était des tirages à l'époque qu'on n'atteint pas. Enfin, depuis sa remise en circulation, sa remise en marché en 2009, le titre Paris dépasse quand même les 30 000 exemplaires. Ouais. Moi, je voulais juste signifier, en fait, quand on a préparé cette conversation, on avait aussi invité un autre auteur italien qui était Roberto Innocenti, mais qui a décliné l'offre, non pas par manque d'intérêt, mais surtout pour son âge. Mais il nous a quand même témoigné de sa vision de la ville par écrit. Et il voulait absolument qu'on en parle ce soir. Et pour lui, la ville, je parle notamment du livre du Petit Chaperon Rouge qui est là. Hein, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est donc une transposition du Petit Chaperon Rouge dans une ville, dans la ville, dans un milieu urbain extrêmement, je dirais, alors pour le coup hostile, négatif, et qui était pour lui d'ailleurs l'occasion de parler de la ville, de sa vision. C'était vraiment une version politique, comme il disait, comment la ville, même en Italie, était de plus en plus abîmée, et c'était l'occasion à travers ce livre de donner sa vision à lui de la ville, et qui, pour le coup, n'est pas du tout celle qu'on a entendue ce soir, puisqu'il ne s'agit pas d'une ville existante, mais bien d'un univers urbain qui reprend tout le côté menaçant, etc. Et du coup, donne au Petit Chaperon Rouge une version complètement bonne pour des adolescents, et moi, je trouve très intéressante. Donc voilà. Je voulais juste revenir sur la statistique du début par rapport au fait que désormais un livre sur deux jeunesse aurait la ville
a priori plutôt pour cadre que pour sujet, si j'ai bien suivi, et j'avais justement l'impression que finalement la ville était rarement le sujet, alors que le cadre, oui, qui est de plus en plus d'ambiance urbaine, ça sans doute, mais une rue, un bâtiment, bon voilà, on est en ville, mais c'est, enfin, pour le coup, voilà, on est en ville, au lieu d'avoir un arbre, on a un bâtiment, mais il n'y a rien de plus. Et justement, je me disais, est-ce que finalement les livres qui traitent de la ville, qui l'ont vraiment pour sujet, sont finalement très rares, parce que peut-être aussi, ça rejoint un peu la question du public, c'est pas facile de faire des livres jeunesse, en tout cas pour des petits, parce que finalement la ville implique peut-être trop de choses. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ces livres-là, ils sont très beaux, mais moi je les vois pour beaucoup plus pour des adultes, et tant mieux, parce que j'en suis ravie aussi. Mais je me demandais si finalement le sujet presque de ce soir n'était pas quelque chose d'excessif, très rare, parce que c'est difficile de faire du livre jeunesse avec le livre pour objet. Mais c'est vous qui êtes... voilà, c'est une question. Je reprécise, je laisserai la parole après aux faiseurs. Moi, en observateur, quand je parlais de 1 sur 2 environ, c'est pas simplement un décor. C'est-à-dire que ça peut être un personnage entier de l'album, mais ça peut être aussi un protagoniste important. C'est-à-dire vraiment, pas forcément, excusez-moi, je me suis mal exprimé, pas forcément le héros, mais un protagoniste important dans l'histoire. C'est dans ce cadre-là que je dis à peu près 1 pour 2. C'est pas simplement juste un décor dans lequel, à la limite, ça serait n'importe quelle ville, ça pourrait être la campagne derrière, ça se passerait de la même manière. Non, c'est pas du tout et je pense que le sujet choisi pour cette conversation, il est tout à fait dans l'actualité, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une représentation vraiment importante de la ville aujourd'hui, quoi, dans les albums pour enfants. Voilà, l'observateur a parlé. Non, mais je suis tout à fait... Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas l'impression de faire des livres qui soient pas accessibles aux enfants. Paris, visiblement le témoignage va à l'encontre de ça, mais peut-être un peu moins pour moi, mais en tout cas Rapido, c'est vraiment pour l'idée, c'était pour les enfants. Après, qu'ils perçoivent pas forcément que là il y a un square 3e République et que après il y a le développement urbain, qu'ils le perçoivent pas, peu importe. Ça devient un décor. Que des gens puissent en avoir une lecture différente, enfin une lecture, que les adultes puissent en avoir une lecture à un autre niveau, c'était un peu mon idée, mais c'était pas, on peut très bien lire le livre sans ça, quoi. Ça n'a aucune importance. Et par contre, moi, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que à la suite de Rapido, j'ai fait un certain nombre d'ateliers dans des écoles. Et j'ai essayé de leur faire, je leur faisais dessiner une espèce de ville noir et blanc comme ça, un peu foisonnante, sur une grande fresque où tout le monde dessine sa petite maison et tout. Et ce qui est étonnant, c'est de voir la représentation que les enfants ont de la ville. En fait, ils dessinent pas d'immeubles, ils dessinent des maisons. Des maisons avec un jardin et puis un arbre à côté. Et donc leur ville, c'est une succession de petites maisonnettes, de pavillons de banlieue, quoi. Pour des enfants qui n'ont jamais vécu... Enfin, c'est pas des enfants qui vivent en banlieue, c'est des enfants qui vivent totalement en ville. Et en fait, il y a une représentation mentale de la ville qui n'est pas du tout évidente, quoi. L'idée de l'immeuble, je me souviens à Marseille, leur avoir fait faire une espèce de fresque en disant mais allez-y, dessinez des... Et en plus Marseille c'est vraiment un truc, avec les maisons elles sont les unes sur les autres, enfin il y a vraiment là pour le coup dans le genre perspective relevée, on a l'impression qu'elles sont toutes posées l'une au-dessus de l'autre. Et ben non, ils me posaient une maison et puis un trou et puis une autre maison, puis un trou et une autre maison avec un chat et puis un arbre. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est un truc de représentation mentale. Là, j'avoue que je donne ma langue au chat. Alors, je crois qu'il va falloir qu'on conclue. Alors, on nous a demandé nos coups de cœur finalement sur certains livres. Alors, peut-être que le moment est venu de les présenter. Alors, oui, on nous a demandé de choisir un livre de la bibliothèque à présenter et nous avons choisi celui-ci parce qu'il s'appelle Ville imaginaire et construction fictive
En fait, c'est un livre que nous avions acheté il y a très longtemps. Encore, nous habitions en Italie. Ça fait 5 ans qu'on est en France. Et comme nous, on n'est pas des architectes, mais des artistes illustrateurs, ce livre il parle justement de l'architecture vue par des artistes d'art contemporain. Donc, il y en a beaucoup, et certains nous ont même inspirés parfois dans notre travail. Donc c'est un livre que nous avons en Italie, encore une maison en Italie, et on ne l'avait pas ici en France, mais on a demandé de le trouver dans la bibliothèque. Voilà, donc ça c'est notre coup de cœur de la bibliothèque. Surtout, un des artistes qui nous aimons beaucoup, c'est Philippe Dujardin. Il a été photographe d'architecture professionnelle. Après, il est passé au design. Et après, il a fait toutes des créations avec Photoshop, avec des logiciels 3D. Mais surtout, sous ceci, nous avons... parce que, en première vue, sont comme des bâtiments ordinaires, très modernes, mais à bien voir, ils sont impossibles, ils sont contre les lois de la gravité. Et comme notre style est très surréaliste, nous avons un peu copié, nous avons pris des idées. C'est bien parce que ce que c'est pas possible dans la réalité, c'est bien possible dans les illustrations. Ouais. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui ressemblent beaucoup aux illustrés, je vous assure. Léon Hollande, pour... Alors, moi, je suis un peu de mauvais élève parce que j'ai cherché 2-3 choses que je n'ai pas trouvées dans la bibliothèque. Donc, je voulais proposer Mazerel, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai fait faire un petit tour vite fait là tout à l'heure et je suis tombée là-dessus. Donc, ça, c'est un livre qui a entretenu mon imaginaire. Peut-être pas enfant, je n'irai pas jusque-là, mais enfin adolescente. J'ai passé des heures à lire Hilleret, qui est donc Connaissance du Vieux Paris. Alors moi je l'ai en 3 tomes, c'est pas le même, il y a 27 éditions différentes, qui rue par rue, maison par maison, raconte des choses sur Paris. Et j'avoue aussi avoir eu, toujours aujourd'hui, une fascination pour le Paris d'avant, et avoir passé des heures à scruter des gravures, des photos ah, ça y est, j'ai un trou. Marville, les premières photos, quoi, pour voir comment c'était avant et m'imaginer ce Paris que j'ai pas connu. Voilà. C'est Hilleret, Jacques Hilleret. C'est un livre des années 50 qui était paru chez aux éditions de Minuit. C'est donc qui reprend toute l'histoire de Paris, maison par maison, en fait. Moi aussi, je suis mauvais élève parce que j'ai pris 2 livres. Alors, un premier, quand même, il ne faut pas exagérer, autrement je vais me faire engueuler par ma patronne, un livre Apparaître chez Casterman. Hein, Petit Elliot dans la grande ville. Alors là, on est clairement dans le livre d'enfant, puisque c'est la confrontation du petit éléphant tout petit avec l'immensité de la grande ville. C'est aussi, alors là, on est dans la ville nostalgie, on est dans plutôt le paysage new-yorkais des années 20-30. C'est un discret hommage à Edward Hopper sur certaines planches. Et c'est un conte justement entre le petit et le grand, entre l'identité et l'anonymat. C'est une très jolie petite histoire, en vente dans toutes les bonnes librairies à partir du mois prochain. Et comme je ne suis pas que corporate, si vous connaissez peut-être La Mégalopole, un ouvrage assez étonnant, alors je vais me lever, aux éditions de La Grune, qui est un tout jeune éditeur. Alors La Mégalopole, bien son nom. Là aussi, on est dans une ville tout à fait imaginaire, avec une lecture qui se déplie au fur et à mesure que la mégalopole grandit. Je ne vous raconte pas l'histoire.
C'est donc un petit tour de force technique et une belle histoire pour les enfants, d'une aventure alors, qui est urbaine, mais qui se passe dans une sorte de principauté d'opérette, mais avec beaucoup d'ingrédients de la vie urbaine, et puis beaucoup de... Je ne suis pas grand, excusez-moi, on aura du mal à aller jusqu'au bout, mais voilà. Ça s'appelle La Mégalopole aux éditions de l'Agrume. Vous le connaissiez? Et quant à moi, donc j'ai pas su trop séparer, donc j'ai emmené 2 livres. Donc ça va être très rapide parce que je ne vais pas faire une présentation exhaustive, mais enfin, du moins si. Voilà, un petit livre qui s'appelle L'école de Chicago, qui en fait retrace dans une sorte de petite, aussi en petite anthologie dirigée par Isaac Joseph, qui est un sociologue. En fait, ces premiers géographes qui se sont intéressés. En plus, c'était pas vraiment des géographes, c'était des sociologues qui se sont intéressés à la géographie urbaine et qui ont vraiment apporté pas mal quand même sur le plan d'intérêt à la ville. Et puis un deuxième très, très récent de Thierry Pacaud, donc un philosophe, non, c'est toujours pas un géographe, qui s'intéresse aux désastres urbains. Très intéressante réflexion sur les projets qui se construisent notamment autour du Grand Paris. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole. Oui, je souhaiterais... profiter de la présence de M. Reichling pour annoncer la conversation du 18 février autour de la reconstruction. Un petit mot. Je dois dire que je suis en train de me préparer. Alors je ne sais pas trop où j'en serai dans un mois. Mais quelques-uns, c'est même des gens que je connais très bien, et d'autres... Bon, et la reconstruction, ça m'intéresse beaucoup, il faut dire, parce que la France a fait essayé plusieurs voies. En tant qu'architecte plutôt de culture italienne, c'est une occasion pour apprendre à nouveau, bien que je suis un peu trop vieux pour ça peut-être. Merci. Merci à tous.